Oh, mais où est-ce que je l'ai rangé encore? Oh, c'est pas possible ça. Pas là, pas là. Ah, voilà! Ah, ça aurait été quand même bête de la perdre moins d'un mois avant les municipales. Oui, parce que les municipales, c'est le 15 mars. Hein. J'espère que je vous apprends rien. Non? Bon, ça va, vous être pardonné. Bon, par contre, je suis sûr que je peux vous apprendre 2-3 petits trucs sur les municipales. Vous savez, bien entendu, qu'on n'élit pas le maire. Est-ce que vous saviez qu'un ressortissant étranger pouvait être élu? Est-ce que vous savez même que on peut être élu maire d'une commune où on n'habite même pas? Non? Ça tombe bien. Bienvenue devant le tableau noir. Commençons par le commencement. Déjà, qui peut voter? Pour ceux d'entre vous qui ont eu des cours d'éducation civique, ça devrait vous rappeler quelque chose. Pour pas que ce soit aussi barbant, prenons un exemple concret. Imaginons la charmante et belle commune de Saint-Jarret-des-Fossés. 1500 habitants. Voilà, c'est pas Paris non plus. Quelle case vous faut-il cocher pour pouvoir déposer votre bulletin dans cette belle bourgade? En premier lieu, il vous faudra avoir la nationalité française, ou être un ressortissant européen inscrit sur les listes complémentaires. Ensuite, il vous faudra avoir au moins 18 ans, la veille du scrutin. Donc au pire, si vous avez la plus grande des malchances, 18 ans entre les deux tours, eh ben, vous pourrez quand même voter au deuxième tour. Oui, bah, râlez pas, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, vous devez jouir de vos droits civiques. Alors, j'ai personnellement pas de raison de croire que vous n'en jouissez pas, hein, on est d'accord. Et en même temps, dans le cas contraire, vous devez être au courant. Vous êtes sous le coup d'une condamnation pénale assortie d'une privation temporaire de droit de vote. Et j'ai bien dit assortie, hein. Parce que cette privation, elle n'est absolument pas automatique. Et enfin, il faut que vous soyez inscrit sur les listes électorales de la commune. Voilà. Alors évidemment, vous allez me demander, est-ce qu'il n'y a aucune autre condition pour être inscrit sur des listes électorales? Eh ben si, évidemment. Et le lieu de vote, c'est pas du libre service. Hein. Il faudra déjà en faire la démarche et remplir l'une des conditions suivantes. Vous pouvez simplement prouver que vous habitez la commune. Voilà, c'est tout bête. Bon, de manière continue, pendant au moins 6 mois. Hein, si vous avez loué un Airbnb pendant une semaine, évidemment, ça suffit pas. Mais, il y a d'autres moyens. Car, chose étonnante, vous n'êtes pas obligé d'habiter la commune dans laquelle vous votez. Être un simple contribuable local, ça vous y autorise. Par exemple, si vous payez une taxe foncière dans la commune. Ainsi, le simple fait d'avoir, par exemple, un pâturage à Saint-Jarret-les-Fossés, ça vous permet de voter. Idem pour une maison de vacances, un appartement que vous louez, etc., etc. Et enfin, vous pouvez vous inscrire sur les listes d'une commune si vous possédez une société. Voilà, une société qui paye ses impôts locaux depuis au moins 2 ans. Et cela évidemment à condition d'en être le propriétaire, ou l'actionnaire majoritaire, voilà. Par contre, vous ne pouvez être inscrit et voter que dans une seule commune. Eh ouais, petit malin, je vous vois venir. À moins que vous veniez d'avoir 18 ans ou que vous veniez d'être naturalisé, l'inscription sur les listes, c'est un acte volontaire. Vous avez 2 mois avant l'élection pour le faire. Alors là, évidemment, pour ces élections-là, bah c'est trop tard, voilà. Mais si vous n'êtes pas inscrit, bah inscrivez-vous quand même. Et il y en aura d'autres des élections. Et si vous devez changer de commune entre-temps, renseignez-vous, il existe des exceptions. Alors, maintenant, qui peut se présenter? Eh ben, les mêmes que ceux qui peuvent voter. Enfin, presque. Bon, reprenons. On a dit qu'il fallait être de nationalité française ou être un ressortissant européen. Oui, mais un ressortissant européen ne pourra être élu que conseiller municipal. Il ne pourra être ni maire ni adjoint. Être majeur. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre limite concernant l'âge. Le plus jeune maire dont on ait la trace avait 20 ans lors de sa prise de fonction. Mais il pourrait y en avoir des plus jeunes. Et comme la date fatidique est la veille de l'élection, eh ben vous pouvez très bien vous présenter et faire votre campagne tout en ayant 17 ans. Et cherchez bien, il y a des cas comme ça cette année. Alors les droits civiques. Alors là, on en arrive au sujet un peu délicat. Avant 1994, tout condamné pour délit était privé de ses droits civiques pendant 10 ans. Et quant aux coupables de crimes, c'était à vie, directement. Et ces gens-là ne pouvaient donc, entre autres, ni voter, ni se présenter à une mandature. Aujourd'hui, la privation de droits civiques n'est plus automatique. Ça rime, ça pourrait être un slogan, c'est marrant. Elle est donnée comme peine complémentaire pour une durée limitée qui relève de la discrétion du tribunal. Donc le tribunal peut d'ailleurs choisir de noter que certains de ses droits. Par exemple, frappé d'une peine d'inéligibilité. D'inéligibilité. Enfin, on ne peut plus voter pour vous. Voilà.
Attention donc à ne pas confondre avec le casier judiciaire. On peut tout à fait avoir un casier judiciaire bien garni, mais être parfaitement éligible. Et je suis sûr que vous avez quelques noms en tête là tout de suite. À bon entendeur. Comme dit précédemment, on peut très bien se présenter dans une commune où l'on n'habite pas. Et oui, pour peu qu'on y paye des impôts. Alors ça peut sembler un peu contre nature, hein, mais c'est bel et bien le cas. Autant dire que cela peut créer quelques tensions lors des campagnes électorales où les accusations de parachutage peuvent vite fuser. Et là aussi, je suis sûr que vous avez des noms en tête. Enfin, un maire ne peut pas cumuler sa fonction de maire avec d'autres fonctions spécifiques. Notamment, il ne peut pas occuper plus d'un mandat électif supplémentaire. Donc il peut être maire et député, il peut être maire et conseiller régional, mais il ne peut pas être les trois en même temps. Certaines fonctions sont aussi jugées en contradiction avec le poste de maire, et notamment dans la fonction publique, afin d'éviter les conflits d'intérêts et de hiérarchie. Un préfet, par exemple, ne peut pas devenir maire d'une commune se trouvant sous sa juridiction, parce que sinon il se retrouverait alors à se contrôler lui-même. Et vous voyez tout de suite où est le problème. Maintenant, pour qui vote-t-on vraiment? Alors, si vous avez bien suivi, vous aurez compris qu'on ne vote pas pour élire le maire. On vote pour élire le conseil municipal. Alors, la taille du conseil municipal dépend du nombre d'habitants dans la commune. Ainsi, depuis 2014, c'est fixé, c'est comme ça. Pour moins de 100 habitants, vous avez 7 conseillers municipaux. Pour moins de 500, vous en avez 11, etc., etc., jusqu'à 69 pour les villes de plus de 300 000 habitants. Et c'est bien entendu parmi les membres du conseil fraîchement élus que seront désignés le maire et les adjoints. Mais n'allons pas trop vite, parce qu'avant d'être élu, il faut déjà se présenter. La première étape, déposer une liste. Le candidat tête de liste, donc celui dont le nom apparaît en premier, dépose une déclaration de candidature. En plus de son identité, il doit préciser la commune d'élection, le nom de sa liste et l'étiquette politique de la liste. Et par demande à la préfecture, sachez-le, il est toujours possible de connaître l'étiquette politique d'une liste, si le candidat n'a pas la délicatesse de l'afficher. Ensuite, c'est pas tout de se lancer, mais il faut maintenant savoir s'entourer, et en l'occurrence trouver assez de candidats pour remplir sa liste. Chaque candidat doit remplir une déclaration de candidature, principalement pour s'assurer de leur consentement. Cela permet d'éviter par exemple les listes manquant de candidats, et qui, dans les derniers jours, pourraient céder à la tentation de clôturer la liste en mettant des noms de personnes qui n'ont absolument rien demandé. Pour l'anecdote, il était encore possible, il n'y a pas si longtemps, dans les communes de moins de 2500 habitants, d'ajouter manuellement sur un bulletin des noms qui n'apparaissent pas sur les listes. Voilà, et que ces personnes soient candidates ou non. On pouvait donc se retrouver élu sans avoir rien demandé. Mais bon, c'est fini tout ça. En plus de ces déclarations, il faut finalement déposer une liste finale et numérotée. Alors c'est très important qu'elle soit numérotée, car les sièges sont attribués dans l'ordre de cette liste. Et comme il y a autant de candidats sur une liste qu'il y a de sièges à pourvoir, et à moins que la liste n'ait pas d'opposants, fatalement il n'y aura pas de place pour tout le monde au conseil municipal. Les personnes en tête de liste ont donc les plus fortes chances de siéger, à contrario des personnes en bas de liste, qui elles se mouillent pas beaucoup, sauf désistement ultérieur de leurs petits camarades du milieu. Ne pas oublier qu'un mandat ça dure 6 ans, et 6 ans c'est long, on peut se lasser. La liste doit être complète et déposée au plus tard le dernier jeudi qui précède le premier tour, à 18 h. Ah, c'est précis. Mais en même temps, qui travaille à 18 h dans une préfecture. Et enfin, et ce n'est pas anodin, les listes sont paritaires, c'est-à-dire qu'elles doivent alterner les hommes et les femmes. Pour le côté financier, la liste doit avoir un compte bancaire propre, et dans les deux sens du terme. En ce qui concerne les communes de plus de 9000 habitants, chaque liste doit avoir son mandataire financier, que ce soit une personne physique ou une association. Maintenant que les listes sont prêtes, voici venu le jour des élections. Reprenons donc notre bonne commune de Saint-Jarret-les-Fossés. On l'a dit, elle compte 1500 habitants et donc 19 sièges au conseil municipal. À Saint-Jarret, les gens sont des vrais fanats politiques, car ce n'est pas moins de 4 listes, chacune comportant 19 noms qui se présentent au suffrage des électeurs. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, voici d'ores et déjà les résultats du premier tour. Les verts arrivent en tête avec 45%, suivis de près des jaunes avec 35%, puis des rouges avec 15% et des bleus avec seulement 5%.
Comme aucune liste n'obtient la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50%, tous les candidats ayant obtenu au moins 10% peuvent se maintenir au second tour. Donc en l'occurrence, la liste verte, la liste jaune et la liste rouge. Mais pas la liste bleue qui a obtenu seulement 5%. Mais toute liste ayant obtenu au moins 5% a la possibilité de fusionner avec une liste qui a, elle, obtenu au moins 10%. La liste rouge et la liste bleue négocient et ils décident de former ensemble la liste violette. Il est maintenant l'heure du second tour. Roulement de tambour. Ce sont donc les verts qui l'emportent, suivis des jaunes et des violets qui ont quand même repris du poil de la bête. Et maintenant, il faut attribuer les sièges. Les municipales sont des élections majoritaires à 12 de proportionnel. Ce qui signifie en gros que le premier arrivé rafle quasiment tout. Ainsi, les verts qui sont les vainqueurs se retrouvent d'office avec la moitié des sièges. Ici, 10 sièges. Donc c'est pas rien, hein. C'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. Le reste des sièges est réparti à la proportionnelle en fonction des résultats de chacun. Alors, je vous épargne les calculs que j'ai dû me coltiner pour en arriver là, et sachez juste que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Bon, pour ceux que ça intéresse, je mets un petit lien dans la description, faites-en bien ce que vous voulez. Les verts obtiennent donc 4 sièges supplémentaires, les jaunes 3, et les violets 2. Grande prime aux gagnants donc, car avec 45% des voix, les verts obtiennent 14 sièges, soit presque les 3 quarts. Autant dire que l'opposition risque pas de gêner beaucoup. Je précise que cette méthode est valable pour les communes de plus de 1000 habitants. Pour les communes de moins de 1000 habitants, on fonctionne en panachage. En gros, l'électeur peut piocher les élus dans des listes différentes, et on compte ensuite les résultats par tête. Et ce sont les noms avec le plus de voix qui siègent. Voilà, le conseil municipal de Saint-Jarret est élu pour 6 ans. Mais du coup, il est où le maire dans tout ça? Eh ben ça, pour le savoir, faudra attendre la prochaine vidéo. Eh oui, c'est comme ça. En attendant, n'oubliez pas d'aller voter. À la prochaine. Oh, une dernière chose. N'oubliez pas que l'UPR est présente dans 21 villes au municipal. Vous êtes donc 2,5 millions en France à pouvoir voter pour nos 997 candidats. Et vous retrouvez toutes les informations en description.